Salut tout le monde, aujourd'hui on va donner cours à 11 étudiants. Et on va surtout donner un cours sur un sujet qu'on ne maîtrise absolument pas. On va commencer par ton cours d'ailleurs, et tu vas avoir 10 minutes pour faire des recherches pendant que moi je vais te préparer un PowerPoint. Tu te sens confiante, ça va? Non, confiante, non. Prête, peut-être. J'ai un peu peur des questions que les étudiants vont me poser. Ouais, t'as raison. Et je les connais bien les étudiants parce qu'en fait, on donne cours au Gaming Campus. C'est l'école où moi je donne des cours à côté. Et en plus de ça, t'as aussi une chaîne Twitch sur laquelle tu fais une émission de design. C'est important d'en parler, allez voir, c'est formidable. Tu veux en parler, en dire quelques mots? Non, mais ça s'appelle Heliocast. On fait des émissions, on invite plein de gens du domaine créatif. On vulgarise un petit peu tout ça. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir, c'est très très cool ce qu'elle fait. Et puis si ça te va, je te propose qu'on y aille. Et bah let's go, je suis ready. Allez. Hello! Je pense qu'on va bien se marrer, clairement. Je suis hyper ravie d'être sur cette vidéo. Bon, je mets mon minuteur sur 10 minutes. Et voilà, démarrer, c'est parti. Ok, on est parti. Et je vais préparer un PowerPoint pour Salomé pour son cours sur les interfaces de jeux vidéo. Ok, on commence par la première slide. La première slide, c'est un exemple. Ok, Marvel Rivals comme exemple type, on est pas mal. Il y a pas mal d'interfaces. J'essaie de mettre des trucs un petit peu variés, comme ça elle va pouvoir parler en disant, voyez, il y a plein de types d'interfaces différentes. Enfin, elle va pouvoir un peu improviser. Alors, User Experience, ça je sais. Et User Interface, ça je connais. Concevoir l'interface qui va servir d'intermédiaire entre le joueur et le jeu, ça je sais. Servir d'intermédiaire. Ok. Pour la troisième slide, on est sur le mauvais exemple, un truc qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, qui est vraiment un très mauvais exemple en fait. Là, j'ai envie de mettre cet exemple-là. C'est Gran Turismo, je sais plus vraiment lequel, mais il est terrible celui-là. Il est beaucoup trop chargé, c'est un enfer absolu à se balader dessus avec la manette. On verra. Mais le problème, c'est clairement que c'est beaucoup trop chargé et que c'est pas du tout organisé, quoi. Mais je pense qu'elle va l'avoir. Qu'est-ce qu'un UI designer? Ok, User Interface Designer, Professional, Specialized in Creation of Interface, attractif, intuitif, ouais, ça c'est bon. Parce qu'il y a l'interface et il y a l'expérience. Du coup, l'interface c'est plus sur l'aspect visuel. Aspect visuel, disposition, couleur, police, icône. Mais du coup, what's the difference? Il faut absolument que je trouve la différence exacte. Prototypage et wireframing. Ouais, le mot wireframing, il me fait peur déjà. Pour le bon exemple, dans l'interface de jeu vidéo, il y a deux cas d'école. Il y a Persona et Dead Space. Et on va clairement mettre du Dead Space. Je ne sais pas si elle va réussir à le dire, si elle va réussir à expliquer pourquoi. Mais normalement, on parle des interfaces de jeux vidéo, t'arrives sur cette image en bon exemple et il n'y a pas d'interface. J'ai hâte de voir ce qu'elle va dire. Mais là, clairement, la réponse en fait qui est attendue, c'est de dire que Dead Space, ça a une interface diégétique. Voilà, je sais pas vraiment si elle va réussir à aller sur la bonne piste. Intégration de la rétroaction. Jamais entendu ce mot dans ce contexte. Oh, merveilleux, c'est ce que je voulais chercher. Les logiciels. Photoshop, Illustrator, ok, je savais même pas. Sketch, logiciel payant apparu il y a plus de 10 ans. Figma, ok. Et Adobe XD. Est-ce qu'il y a une différence du coup de logiciel? Ouah, les langages script. Oh, j'espère vraiment. J'espère vraiment que tu m'as pas mis des trucs comme ça. Ma hantise. Je vais être paumée, je vous le dis tout de suite. Ça va être ça va être terrible. Ok, et pour la dernière slide, on est sur un sujet imposé, à savoir le sujet de base quand on parle d'interface, UI versus UX. J'ai pas mis, je pense, des trucs trop compliqués, à part peut-être Dead Space, où c'est vrai que si tu connais pas trop, ou si t'as pas d'inspi sur le moment, peut-être un peu compliqué d'en discuter, mais normalement ça devrait aller. Surtout qu'à la fin, je lui ai mis du Figma, normalement ça devrait aller Figma, et puis surtout le sujet UI versus UX, il normalement est plutôt simple. Vous ne savez pas ce que c'est, bah vous le découvrirez dans le cours de Salomé. Bonjour. Bienvenue dans ce cours, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous demanderai de pas trop m'interrompre pendant ce cours bien évidemment. Moi je m'appelle Salomé, ça fait plus de 10 ans que je donne des cours du UX dans le jeu vidéo, donc vraiment c'est ma passion, je connais ça vraiment comme ma poche. Si vous avez des questions bien évidemment vous pouvez les poser. Est-ce que tout le monde est prêt pour ce cours? Oui. Donc nous allons parler aujourd'hui des interfaces dans le jeu vidéo, donc UI, UX. Alors ici vous pouvez voir par exemple des exemples justement de merveilleuses interfaces dans des jeux vidéo. Nous avons par exemple Thunderbolt, c'est un jeu vraiment très connu. L'interface très claire bien évidemment parce qu'on a vraiment les boutons, on sait où aller. C'est ça qui fait une bonne interface utilisateur. Ça veut dire quoi UI et ça veut dire quoi UX? Très bonne question, excellente question. Je connais cette réponse par cœur bien évidemment. Alors UI c'est User Interface, donc c'est l'interface, c'est la partie visuelle vraiment de l'interface. Et UX c'est l'expérience utilisateur, donc User Experience. Et la différence entre les deux, c'est vraiment que l'interface, ça va être vraiment la partie visuelle et UX, donc expérience, ça va être le scénario, ça va être les choix que vous avez dans votre jeu. Voilà, il y a toutes ces parties-là qui sont excessivement importantes. Ultra bien les deux. On va passer à la slide suivante. Alors ça, c'est vraiment un très mauvais exemple. Oui, bah alors j'étais auto, voilà, clairement de la voiture. Là, moi, je sais pas où je vais en fait. C'est pour ça que c'est un mauvais exemple. C'est que qu'est-ce que c'est que le A, qu'est-ce que c'est que le B? J'ai pas d'infos. Le UI
8h42, est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est la course que je viens de passer, le temps que j'ai passé? Je sais pas trop où je dois aller, les pictos sont pas très très clairs. Bon, là on peut pas juger l'expérience utilisateur vu qu'on a vraiment que la partie visuelle. J'aurais une question, vous, comment vous auriez pu l'améliorer de votre point de vue pour qu'il soit meilleur au niveau de lui, justement? Alors, je pense que déjà, cette image de fond, là, on a 2 images de fond qui se blendent un petit peu. J'aurais peut-être clarifié ça. Et je pense qu'on aurait pu faire un truc un peu plus, peut-être plus immersif. Peut-être d'avoir un cadran de voiture, par exemple. Dans les voitures, on a les compteurs, etc. Et vraiment plus clair, que je sache vraiment le A, par exemple, où est-ce que je vais. Moi, j'aimerais bien que ce soit écrit en plus gros de A, Special Events, mais Special Events de quoi? Donc moi, je pense que j'aurais plutôt fait des cases alignées. Donc plus classique, peut-être, mais au moins, on sait un peu plus où on va. Est-ce qu'on passerait pas à la slide d'après? Bah oui, avec plaisir. Alors ça, bien évidemment, jeu le plus connu pour son UI et son UX absolument divine, c'est Counter-Strike, bien évidemment, vous l'aurez reconnu. Forcément. Voilà, donc là on voit le petit curseur avec 7, c'est justement la distance entre le fusil et la cible, donc là le mur derrière est à 7 mètres. Comment tu appelles ça, du coup, c'est un nom particulier? Oui, bien sûr, c'est l'interface principale. Je voulais pas plutôt dire que l'interface c'est diégétique. Diégétique, alors non, ça je pense que c'est un terme, c'est un terme que je vois un peu partout, qui est très populaire, mais c'est un terme qui ne veut absolument rien dire. Vraiment. Pardon, excusez-moi, merci de m'avoir corrigé. Non, mais il n'y a pas de souci, le cours est fait pour ça, hein. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. J'aurais une question aussi concernant le wireframe. Est-ce qu'on va prendre que l'individu ou est-ce qu'on va le prendre avec le background aussi? Alors, ce qu'on appelle background, c'est vraiment l'histoire du jeu, hein, bien évidemment, le background de la story. Alors moi, en fait, je fais l'inverse, je commence par le background, tu vois, pour avoir l'histoire vraiment tout ce qui est important, parce que l'histoire doit fonctionner sans le personnage principal finalement. C'est lui qui va faire avancer l'histoire, mais le background est hyper important. Donc moi, je travaille d'abord le background dans mes wireframes, et ensuite, j'ajoute le personnage, bien évidemment. Mais ça, c'est des techniques de professionnels. J'ai une question, c'est quoi un wireframe? Alors moi, j'aime bien le vulgariser en disant que c'est un peu l'équivalent des croquis. Quand on fait une illustration ou un dessin hyper bien fait, on fait d'abord un petit croquis d'intention très simple. Bah, la wireframe, c'est un petit peu ça. Ça va être des petits cadres avec des petites croix partout pour dire là, il y aura une image, etc. Et en fait, on place rapidement les boutons, les interactions pour voir à quoi ça va ressembler avant même de lancer vraiment le design. C'est plus sur comment on va utiliser tout ça. On va passer à la slide d'après, si vous voulez bien. Ah bah merveilleux. Alors ça, c'est tout simplement le logiciel utilisé pour l'interface utilisateur. On le reconnaît à son petit F sur le côté, c'est donc Figma. Ultra simple d'utilisation, vraiment moi je l'utilise tous les jours dans ma pratique. Que dire sur Figma? Excellent outil. Non mais voilà, que dire, formez-vous sur Figma, il faut vraiment utiliser Figma. Et la dernière slide, donc, alors on en a déjà parlé, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais mis ça pour la fin, j'ai tendance à trop vouloir parler de ce que je connais trop bien, du coup j'en ai déjà parlé. Donc là, exemple flagrant de la différence entre UI, UX, donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. La différence, c'est vraiment le côté visuel avec l'UI et le côté expérience avec l'UX. Donc l'UX, c'est vraiment tout le fond plus que la forme, c'est-à-dire l'histoire du jeu, quelle est-elle, quels sont les scénarios, quelles sont les thématiques, comment on va emmener les personnes qui jouent vers l'histoire. Enfin voilà, c'est vraiment ces deux différences-là qui sont principales. Quand on a les deux, c'est absolument parfait. Excusez-moi, j'aimerais bien... En fait, votre cours est passionnant, mais je trouve qu'il n'est pas assez complet. J'aimerais bien me renseigner un petit peu. Peut-être vous avez quelques artistes à nous conseiller pour travailler... Moi Bah moi Oui. J'ai des ressources qui existent. J'ai un site qui s'appelle Salomé de Best UI UX, très humble, de manière très humble, bien évidemment. J'ai pas d'artistes en particulier parce qu'ils sont tellement nombreux que ça serait un peu trop long. Donc je préfère donner des ressources de sites web qui pourront vous emmener vers d'autres artistes selon vos goûts aussi, parce que c'est très subjectif finalement. Bien écoutez, merci. Merci de m'avoir écouté. Ce cours a été passionnant pour vous. Bien joué Salomé. Bravo. Le wireframe, ça m'a vraiment choqué que tu l'aies pour le coup. On l'utilise pour les sites aussi. Du coup, j'avais un peu... je le connaissais en fait, on l'utilise un peu de partout, mais... Bien joué. 10 minutes pour préparer un sujet que je maîtrise pas du tout. Let's go. Ok, on est prêt? Je prépare mon minuteur. Hop, c'est parti, 10 minutes. Du coup, moi, le sujet que j'ai donné à Skel, c'est la signalétique. Donc, l'idée, c'était de montrer quand même un bon exemple de signalétique. En tout cas, en France, il y a un exemple qui est genre l'exemple phare, c'est le centre Pompidou. Voilà, il y a ces éléments-là, genre des grosses flèches, il y a des gros pictogrammes qui sont utilisés un peu partout. Et on va ajouter une photo de Rudy Bor, parce que c'est lui qui a bossé sur ce projet. Donc Rudy Bor, c'est genre le papa de la signalétique en France.
il est genre assez connu. En fait, je sais pas, quand on cherche signalétique, est-ce qu'on tombe forcément sur ce projet, mais je pense pas qu'on tombe forcément automatiquement sur Readybor. Donc, ça va être marrant. Je pense qu'il va y avoir un type, il va se dire, mais qui est ce monsieur? Il faut que je trouve un peu sur les sujets, je sais pas, historiques, qui a inventé la signalétique. Le premier équipement de signalisation nous vient des Romains. Là, c'est un truc que je peux caler dans le cours. Qui a inventé les panneaux de signalisation. Ça peut être cool aussi. Ah bah les Romains, d'accord. Pour la slide numéro 2, on va mettre un mauvais exemple de signalétique. Et le premier exemple de signalétique qui me vient en tête, alors c'est très spécifique à la ville de Lyon, mais la gare Lyon-Pardieu. La gare Lyon-Pardieu, elle a la pire signalétique de la Terre, vous m'entendez? Alors c'est en travaux. Des fois, le nom des sorties n'est pas le même. Genre, il y a 2 noms différents pour la même sortie. Les gens se perdent complètement. Pour le mauvais exemple, je sais pas, elle va me donner un truc qui est pas accessible peut-être. L'histoire des panneaux les plus célèbres du monde. Ah, ça peut être cool. Le métro de Londres. Oui, Edward Johnston. C'est pas Johnson, c'est Johnston. Un calligraphe renommé à l'époque. Ok, retenez bien, ce nom, je vais le caler. Si à un moment j'ai l'opportunité de le faire, je placerai Edward Johnston. Même si ça n'a rien à voir avec le métro londonien. Bon, ensuite, il faut mettre un exemple un peu important dans l'histoire de la signalétique. Et le premier truc qui m'est venu, c'est tout ce qui est métro, station de métro, etc. Et en fait, celui qui est le plus connu, c'est le London Underground. Alors, Harry Beck, du coup, ce petit monsieur-là, c'est celui qui a créé le London Underground. Donc, lui, méga important, on va le mettre dans la presse. Signalétique de direction, c'est... Ça passe vite 10 minutes, hein. Ça passe très vite 10 minutes, hein. Ok, non, en vrai, ça va aller. Allez, on est parti pour le cours. Bonsoir. Au fond, asseyez-vous s'il vous plaît, on évite de tourner dans les couloirs, ce genre de choses, vous le savez, je vous le dis à chaque cours. Bon, vous êtes toutes et tous prêts, est-ce que déjà quelqu'un sait ce que ça veut dire, hein, la signalétique? C'est pour le dentifrice, c'est ça là? Non, la signalétique. Ah. Ouais. Bon, la signalétique, c'est quoi? C'est très simple en réalité, c'est tout un secteur, un domaine qui donne pour seul objectif d'ordonner les gens. Les gens notamment, hein, de dire c'est par là-bas, c'est par là-bas. On commence tout de suite avec cette première slide du coup. Cette première slide qui représente un exemple typique hein, de signalétique. Donc vous voyez, comme je vous le disais, le but c'est d'ordonner. Si par exemple vous voulez aller parler à ce mec là avec le stylo, bah, c'est pour dire allez parler là-bas. Et ce bâtiment d'ailleurs vous le connaissez, hein, c'est la patinoire de Sarcelles. Moi il me semblait avoir vu ces panneaux dans un endroit hyper emblématique, mais à Paris même, du coup je suis un petit peu perdue. Alors, je me permets de faire un petit aparté sur cette question que tu viens de poser Salomé qui est très intéressante. Vois-tu, il y a le château de Vaux-le-Vicomte qui est dans le 77 bien sûr, et en fait qui est tellement beau qu'on raconte que Louis XVI ou Louis XIV, bref un roi quoi, ça serait rendu là et puis aurait dit il est tellement beau, je veux le même à Versailles. Voilà, on n'attend pas du tout d'une patinoire de faire une signalétique aussi avancée, et pourtant elle l'a fait. Qui fait que le Parisien Jean-Paul Machiavelli, qui travaille à la mairie de Paris et qui est venu en fait à cette patinoire avec avec son école, enfin l'école de son fils, puisqu'il l'a mis à Sarcelles. Je m'embourbe, du coup ils sont venus là, puis c'est des putains génial. Et alors sachez-le, du coup ça me fait une belle transition, je te remercie pour ça. Il y a malheureusement pas de droit d'auteur dans la signalétique, quelque chose qui n'est pas protégé, et donc on peut le plagier à volonté. Avec des pictogrammes. Vaut mieux quoi, un panneau très visuel comme celui-là ou un texte écrit, quelque chose de plus... Ah oui, non, comme je le disais, c'est extrêmement important, le plus possible d'avoir des pictogrammes, surtout pour les WC, puisque les WC c'est quelque chose qui est reconnaissable, partout, tout le temps. Et par contre, moi j'ai une question, pour les personnes malvoyantes, comment ça se passe? Alors, vous voyez là ici, ces panneaux-là, ils sont au-dessus. Ils sont visiblement accrochés au niveau du plafond. Effectivement, une personne malvoyante, voire aveugle, n'y aura pas accès. C'est malheureusement quelque chose qui est pas assez présent, mais dans beaucoup de lieux, il y a de la signalétique en braille qui existe. La signalétique écrite, c'est ça? Là, c'est de la culture. Je veux dire, c'est plus un cours de signalétique. Ah, mais allez-y, enchaînez-moi. Sarcelles, c'est dans le nord de Paris. Pas connu comme ville. Et vous pourrez nous redire aussi le nom de cette personne? Oui, c'est Jean-Paul Machiavelli. Ah, parce qu'au début, vous avez pas dit la même chose, du coup, j'ai eu un petit doute. Mais ah, si, j'ai dit Jean-Paul Machiavelli, hein, j'ai totalement dit ça. J'ai JP pour les intimes, donc, ok. Arrêtez, écoutez, là, c'est du chantage. Ça n'a rien à voir. Ce mot n'a rien à voir. Ok, passons à la slide d'après. Donc, les gares les gares, c'est encore un autre secteur qui est extrêmement important. Alors ici, vous voyez 2 exemples. À droite, vous voyez donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, tous les panneaux d'affichage qui sont affichés bien en hauteur. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ils sont affichés en hauteur comme ça? Alors je vais vous répondre, puisque visiblement il n'y a aucun élève cultivé dans cette classe. S'ils sont en hauteur, c'est simplement parce que les gares sont des endroits très visités. Il y a beaucoup de monde, et donc quand il y a beaucoup de monde, on peut pas se pousser pour aller voir un panneau qui est à hauteur d'homme. Tout le monde peut voir en fait les écrans. Comment on pourrait faire quelque chose de plus efficace dans les environnements qui sont chargés comme ça Tu restes à cet endroit jusqu'à ce que ces gens prennent leur train et que tu puisses prendre le prochain.
prochain. Ah, d'accord. Et j'y avais absolument pas pensé. Voilà. Non, mais ça fait sens. Alors, on passe à la suite. Ah, super. Ah, mais je suis très content. Je suis très content qu'on parle de... Mais non, mais je le savais en plus. Excusez-moi. Non, celui qu'on voit en haut à droite, c'est Edward Johnston, puisque c'est en fait une personne qui a été responsable de cette refonte. Je vous explique une chose. On a l'organisation de tout le métro londonien. Vous le voyez à gauche avec un plan. C'est juste pour vous repérer dans l'espace. On s'en fiche. Si vous suivez un peu la ligne violette, on arrive où il y avait le bureau du coup d'Edward Johnston. Et en fait, il prenait le métro tous les jours pour aller à son travail. Cet homme, c'est un homme qui vient avant tout de la plèbe. Ça se voit pas trop sur cette image, mais parce qu'il a grandi, il est monté en classe sociale, etc. Mais à la base, c'est un fils d'ouvrier. Et en fait, ce type-là s'est dit, merde, tous les jours où je vais au travail, je me perds. Et du coup, Edward Johnston, Johnston, en plus c'est dur, parce que c'est pas Johnson, c'est Johnston, qui du coup en fait a refait la signalétique du métro londonien, tout ça, et donc finalisé ce métro tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon, passons à la slide d'après, s'il vous plaît. Du coup, là, on est sur un outil qui est essentiel, hein, en fait. Enfin, c'est pas juste qu'un outil, en fait, c'est un support, puisque la signalétique, avant même de concevoir les panneaux, etc., les différentes indications, on doit réfléchir à l'organisation du bâtiment. C'est essentiel. Et donc ça, c'est un plan, bien sûr. On est d'accord que les 3 plans, c'est le même bâtiment. Hein. Non, c'est 3 exemples de plans, c'est pas du tout le même bâtiment. Comment on teste l'efficacité d'une signalétique? C'est une très bonne question, très bonne question, et sache que je vais te répondre en 2 parties. La première partie, c'est l'avant, la seconde partie, c'est l'actuel et le futur. L'avant, en fait, on se basait simplement sur de l'utilisation. On prenait quelques personnes qu'on foutait là-dedans, on enfermait, on fermait tout le bâtiment, on le mettait dans le noir d'ailleurs, complètement dans le noir, aucun éclairage. Meilleures conditions pour tester une signalétique du coup. Hein. Je n'avais pas fini, avec une lampe torche. Et ben, ces choses-là, elles ont changé parce qu'en fait, le but avant, c'était quoi? C'était de les mettre dans des conditions encore moins bonnes que le public final. Et le but, c'était donc qu'ils trouvent leur chemin là-dedans. Donc il y avait ces gens-là, ils étaient 3, chaque fois, c'était des groupes de 3. Pourquoi 3? Parce que un aveugle, un malvoyant et une personne... Il y a un sourd pour pas voir les panneaux. Leur but, c'était du coup de se balader. Et il y avait aussi une 4e personne qui prenait des notes à chaque fois. Le 4e prenait des notes sur à chaque fois que, par exemple, le sourd disait non, bah non. Aujourd'hui, c'est des intelligences artificielles. Voilà. Allez, on continue. 6e slide. Point très important. On considère que les inventeurs, vraiment les précurseurs en fait de la signalétique, c'est les Romains, puisque c'est les premiers qui vont mettre des petites bornes rocheuses à côté de la route avec les indications. Bravo. Merci. Bravo. Wow, quel enfer. Non mais la patinoire c'était merveilleux. T'as pas lu les panneaux, t'as juste dit ouais c'est la patinoire de Saint-Cyr. En fait, je sais pas, son cerveau, j'ai juste vu un sol blanc, j'ai fait c'est une patinoire. Point. En vrai, t'as pas trop dit de dinguerie hein, sur. Non, franchement, ça va. Bon, bienvenue à la délibération finale. On est parti. Bah, moi, j'ai préféré le cours de Lucas parce que malgré qu'on l'ait vachement enchaîné, quand même, il a réussi à pas mal s'en sortir. Moi, j'ai bien aimé celui de Salomé. Elle avait un naturel pour répondre au truc de manière complètement improbable qui m'a pas mal fait rire. Ouais, pareil, moi je préfère celui de Salomé. Tu gérais mieux, je trouvais, donc je pense que je préférais Salomé. Bah honnêtement, vous êtes bien défendus tous les deux, quoi. Vous avez rien lâché. Après, moi je dois faire attention à ce que je dis parce que je suis encore en formation. Je n'attendrai pas rigueur. Ouais, bah je mets Salomé alors. Moi j'aurais plutôt dit Salomé pour le coup. Je dirais une petite préférence pour Salomé que je. Bah écoute, je vais être original, je vais dire Salomé aussi. Je pense que je vais quand même donner le point à Salomé, parce que c'est vrai que j'ai bien aimé vraiment son sang-froid et tout. Moi je vais suivre mes petits camarades, je dirais Salomé aussi. Sur le côté, comment dire, pro, Salomé elle a assuré quoi. Ouais, elle a vraiment assuré, c'est vrai. Oh merci.